Parmi les dimensions inconnues de l'univers jumeau, il existe une dimension extrême où la lumière n'a aucune vitesse, où le temps est nul et dans laquelle le Wayam est statique et gelé. Cet espace mystérieux est appelé Rentam. À l'origine, Ren signifie non en égyptien. Rentam est textuellement le monde des noms. Les Égyptiens conçoivent le nom comme un souffle. C'est l'âme, l'âme qui donne une vie supérieure à la nature et l'essence de l'homme. Sans nom, il n'y a pas d'être humain et donc pas d'immortalité. Cet espace mystérieux appelé Rentam correspond au plan astral des orientaux, où existe le Ren, équivalent de l'âme. Dans cet espace, nous ne pouvons rencontrer que des âmes connectées à des êtres vivants, car ce n'est pas le séjour des défunts au sens d'un paradis ou d'un lieu de repos. Les âmes y sont regroupées dans des dimensions, correspondant à l'espèce à laquelle elles appartiennent. Si nous pouvions pénétrer dans cette dimension étrange, nous apercevrions des amas de filaments flottants et formant des sphères, reliés par des flux et des signaux informatifs. Toutes ces âmes constituent le Rentam. Le Ren n'a pas de dimension. Il ignore la masse et le champ gravitationnel. Les religions ont toujours prétendu que l'âme était cachée à l'intérieur de l'homme, mais en fait, nous pouvons dire qu'elle existe uniquement en dehors de lui-même. Elle existe dans le Rentam. Elle est indépendante dès les premières divisions cellulaires, lors de l'embryogenèse, et est rattachée symboliquement encore par une corde, qui n'est autre que l'écoulement des informations que le cerveau envoie vers elle dans l'univers jumeau. Le Ren est indestructible, insensible. Il ne peut pas sentir, percevoir, s'émouvoir, ressentir la joie ou la douleur. Bien qu'il ne soit pas composé de matière, il est capable de stocker et de mémoriser des informations. Ces informations proviennent des pensées d'un individu, ses émotions et de tous ses capteurs sensibles, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Néanmoins, il lui est impossible de traiter ces données, de penser ou d'élaborer lui-même de l'information. Il ne peut que mémoriser. Tant que le lien n'est pas rompu entre le corps et le Ren, c'est le cerveau qui se charge d'alimenter en information le Ren d'un individu. Il faut noter que ce canal est unidirectionnel et que seul le cerveau envoie de l'information donc du cerveau vers l'âme. Nous pouvons nous représenter le cerveau humain comme un processeur informatique, avec des fonctions de gestion, d'organisation de données, de programmes, et son Ren comme un simple disque dur de stockage externe. Ce disque informatique ne possède qu'une seule fonction, puisqu'il n'a ni mémoire vive ni logiciel de traitement, il ne fait que engrammer les informations issues de son cerveau vivant. S'il advient que l'ordinateur cesse de fonctionner, c'est-à-dire que le cerveau meurt, le disque n'est plus relié, et il doit donc trouver une autre interface pour que les informations conservées
soit lisible et utilisable. Dès lors, nous pourrions penser que le REN n'est qu'un support statique, sans intérêt, tout comme les pages d'un livre couvert d'inscriptions que personne ne peut ou ne sait lire, un système froid, un univers mort. D'une certaine manière, c'est vrai. Le RENTAM est un réseau fermé sur lui-même, noyé parmi des milliards d'autres réseaux identiques qui existent dans cette dimension singulière, dans cette immense bibliothèque sans qu'aucune connexion entre eux ne soit possible. C'est l'antimonde des pensées ou des idées, qui dans la vie terrestre peuvent se transmettre. Ici, rien ne se transmet, rien ne communique, et chaque réseau ne fait qu'accumuler les informations envoyées par l'individu durant toute sa vie. Mais, paradoxalement, le REN est extrêmement dynamique, car sans cesse, des informations lui sont communiquées, et un agent externe vient évaluer et comparer les données reçues avec celles des autres REN. C'est comme si quelqu'un entrait dans une grande bibliothèque qui prenait un livre, le feuilletait pour y chercher des informations qu'il pourrait comparer avec ce qu'il sait déjà. On pourrait presque penser que cet agent extérieur est comme un robot Google, chargé d'indexer les milliards de pages du net. Ce processus est rendu possible grâce à une fonction particulière dont tous les êtres vivants sont dotés, c'est le facteur de krypton. Comment des données élaborées par un cerveau peuvent-elles s'écouler sans canal, sans support énergétique, vers l'âme, dans l'univers jumeau pour le renseigner? C'est grâce à un mécanisme subtil, extrêmement complexe, que le corps physique d'un individu peut être mis en relation avec son âme. Il s'agit du facteur de krypton. Ce mécanisme est activé par des atomes de krypton profondément logés dans l'encéphale. Le krypton est un gaz rare, neutre, très stable, et il n'interfère pas avec le milieu. Néanmoins, en observant la structure des électrons de la couronne d'un de ces atomes, nous pouvons constater une différence majeure. Normalement, tout électron adopte un comportement quantique, c'est-à-dire qu'il obéit au hasard. Par contre, dans ces atomes de krypton très singuliers, les électrons du noyau ont une fonction périodique, et leur mouvement coïncide avec les impulsions nerveuses émises par le cortex, impulsions qui commandent des mouvements volontaires et non les réflexes. Cette singularité est au cœur du plus grand des mystères de l'être humain. Ce mouvement électronique non quantique précède d'un millionième de seconde les réactions du cerveau. Or, si ces électrons ne se meuvent pas par hasard, il y a donc un facteur indépendant capable de les contrôler. Autrement dit, un élément extérieur à l'individu dicte des ordres à son organisme, ou tout au moins l'influence dans ses décisions. Une liaison informatique existe entre l'homme et un espace qui n'est pas lié aux dimensions du réel qu'il connaît. C'est ainsi que le facteur de krypton a capacité de créer un canal de communication avec l'espace lointain qu'est le Djout, c'est-à-dire l'univers jumeau. Il exerce cette fonction de deux façons différentes. Sa première action se produit au niveau de l'encéphale, où il agit comme un simple émetteur de signaux, et il relie le cerveau d'un individu avec le RENTAM pour alimenter la mémoire de son âme. Il exerce une seconde action bien plus importante au niveau du génome humain. Le facteur de krypton est présent dans le noyau de chaque cellule, en bout des télomères chromosomiques, où il forme une terminaison de 99 paires d'atomes de krypton. Il commande alors une autre fonction, émettre des signaux et en recevoir. Ce double système émetteur-récepteur relie l'individu avec le KATAM, lui permettant d'envoyer-recevoir de l'information vers et en provenance de l'univers jumeau.
C'est ainsi que chaque être humain vivant est relié, d'une part à son âme et d'autre part à la supraconscience, que nous pouvons rapprocher de la notion d'âme collective de l'espèce. Le facteur de krypton est essentiel pour permettre une diversité suffisante de capteurs qui peuvent informer des conditions vitales qui règnent dans les divers écosystèmes planétaires. Ces capteurs sont les yeux, les oreilles, l'odorat et les autres mécanismes perceptifs connus et inconnus de l'univers lui-même, qui a donc connaissance de tout ce que recueillent nos sens et de tous les processus mentaux déployés dans notre cerveau. Lorsqu'un individu prend une décision qui commandera une action motrice, la décision s'élabore dans le cortex, bien avant la prise de décision consciente. Ce laps de temps, infime, traduit qu'un élément extérieur au système neurologique agit en précurseur de nos décisions. Les expériences réalisées en 1983 par Benjamin Libet et qui ont été confirmées en 2004 par Angela Sirigu prouvent qu'un processus préconscient décide avant nous. Finalement, toute évolution biologique des règnes supérieurs aboutit à la formation d'un capteur performant, un système nerveux central très efficace. C'est le cerveau humain. Il peut informer bien mieux l'univers jumeau des questions plus complexes que les capteurs des êtres moins évolués ne peuvent le faire. L'information recueillie par Ra, c'est-à-dire la conscience supérieure, sera utilisée aussi bien pour diriger le processus de l'évolution planétaire que, d'une manière plus globale, pour conformer la globalité de l'univers vers la négantropie.